La télé Global Télévision GTV, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition dont voici les titres. Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a rendu ce matin son jugement dans l'affaire des boulettes pour fesses. Dans son délibéré, le juge a relaxé les prévenus pour exercice illégal de la profession de pharmacien, usurpation de fonctions, administration de substances nuisibles à la santé publique. Poursuivant, le juge a déclaré tous les prévenus coupables de fabrication et mise en vente sans autorisation préalable de produits pharmaceutiques ayant mis en danger la vie d'autrui. Plus de détails en début d'édition. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, a été le théâtre de vives tensions ce vendredi. Le collectif des étudiants en master, après des affrontements violents avec les forces de l'ordre, a annoncé une radicalisation de son mouvement. Il dénonce le non-paiement des rappels dus par le ministère de l'Enseignement supérieur et la direction des bourses. La réaction dans ce journal. ADIAS, la commission domaniale de la municipalité, a fait face à la presse pour apporter des éclaircissements sur l'affaire foncière opposant la QVS à la Société de Nouvelle-Ville. Vous entendrez leurs explications au cours de cette édition. Tels sont les titres, tout de suite le développement. Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a rendu son verdict ce vendredi 7 février dans l'affaire opposant Alima Supo et ses co-accusés à la justice poursuivis pour plusieurs infractions liées à la vente illégale de produits pharmaceutiques. Les prévenus ont été condamnés à des peines lourdes. Alima Sow, dit Alima Supo, Alima Fall Bintou Diouf, Pape Gueye et Mousso Gassama ont été déclarés coupables du délit d'association de malfaiteurs. Le tribunal a également reconnu coupables Alima Fall et Matimbay de publicité illégale de produits pharmaceutiques. Tous les prévenus ont été déclarés coupables de fabrication et mise en vente sans autorisation préalable de produits pharmaceutiques ainsi que de mise en danger de la vie d'autrui. Alima Fall et Matimbay ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Aoussou Ndiaye a écopé de 2 ans de prison, dont 3 mois fermes. Le trio devra payer une amende de 500 000 francs CFA. Les autres prévenus ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme avec une amende ferme de 200 000 francs CFA. Le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des produits saisis, notamment les pommades infidèles et caviar retrouvés dans la boutique d'Alima Fall et les médicaments et compléments alimentaires saisis chez Matimbay et Aoussou Ndiaye. Le tribunal a également prononcé la relaxe d'Alima Sow, Seydou Gassama, Bintou Diop, Pape Gueye, Moussou Gassama et Aoussou Ndiaye des charges d'exercice illégal de la profession de pharmacien, usurpation de fonctions et administration de substances nuisibles à la santé publique. Ils ont également été relaxés du chef de publicité illégale de produits pharmaceutiques. Par ailleurs, Aoussou Ndiaye et Matimbay ont été acquittés du chef d'association de malfaiteurs. Sur le plan civil, le tribunal a reçu des constitutions de partie civile de SOS consommateurs et de l'ordre des médecins. Les prévenus ont été condamnés à leur verser un fonds symbolique et à prendre en charge l'ensemble des dépens. Enfin, la juridiction a fixé la durée de la contrainte par corps au maximum. À présent, nous allons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vive tension à l'université. Cette matinale, ce vendredi, encore des affrontements ont été éclatés entre étudiants et forces de l'ordre. Les étudiants en master réclament 14 mois de paiement de bourse. Ces pensionnaires de l'UCAD demandent aux autorités de sévir pour apaiser le climat social dans ce temple du savoir. Mansour Diassé et Boubacar Diagne y ont fait un tour reportage. Ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des étudiants en master ont manifesté pour exiger le paiement de 14 mois d'arriérés de bourse. Les forces de l'ordre ont intervenu, entraînant des affrontements. Moussa Ka, étudiant en master, revient sur la situation. On est resté presque 15 mois sans bourse. Alors qu'on ne trouve pas ça normal, quoi. C'est pas du tout normal. Alors que je peux dire même que ça fait pas longtemps que l'État a subventionné les familles des victimes de... Ouais.
10 millions presque. La solution, que l'État paye les bourses à temps normal. C'est difficile pour les étudiants de rester des mois sans percevoir leur salaire car ils n'ont pas d'alternative pour subvenir à leurs besoins, d'après ce jeune étudiant. Il y a un petit souci entre les étudiants et l'État. L'État a de l'argent à payer aux étudiants. Ça doit faire à peu près 500 000. Alors que les étudiants doivent recevoir leur argent auprès de l'État. L'État doit prendre en service les étudiants. Ce sont leurs droits. Pour Djibi Sow, le gouvernement doit régler définitivement le problème lié au retard des paiements de bourse. Bon, la grève qui se passe ici à l'UCAT, c'est dû pour un retard de paiement des bourses des étudiants. Connaissant ici l'espace, tu sais qu'on doit avoir des moyens pour vivre ici. Les tickets resto et tout ça, et aussi les fascicules que vous devez vous fournir pour votre formation. Tout ça, c'est difficile, oui. Ce mouvement de protestation illustre une fois de plus la frustration des étudiants face aux difficultés financières causées par des retards de bourse, un problème récurrent dans les universités sénégalaises dont il faut trouver une solution durable si l'on veut rétablir le calendrier universitaire. À Diass, la commission domaniale de la municipalité a fait face à la presse pour apporter des éclaircissements sur l'affaire foncière opposant la QVS à la société Nouvelle Ville. L'équipe municipale soutient que ces terres appartiennent à la commune de Diass. Ces derniers font savoir qu'ils détiennent des preuves palpables. Moussa Sen, conseiller municipal à la commune de Diass, est au micro de Assou et Ousmane Bitey. Du litige est intégralement dans le périmètre du village de Kirène, qui est dans la commune de Diass. Il n'est pas dans une autre commune. D'ailleurs, les sociétés QVS et SCI Nouvelle Ville ont toutes les deux des documents qui attestent qu'elles agissent ou sont censées agir dans le périmètre de la commune de Diass. Les différents décrets et actes administratifs relatifs au projet de la société Nouvelle Ville mentionnent bien qu'elle est dans la commune de Diass. Il y a respectivement dans le cadre du projet de la société Nouvelle Ville 3 décrets et un bail qui tous parlent de Diass. Ces actes administratifs sont le décret 2010-1093 du 13 août 2010 portant déclassement des 110 hectares de forêt classée. Le décret numéro 12-336 du 7 mars 2012 portant déclaration d'utilité publique. Le décret 2022-697 du 17 mars 2022 portant immatriculation au nom de l'État. Le bail signé le 15 avril 2022 par le responsable départemental des domaines de Mbour. Comme on le voit, donc les références de toutes les deux parties en contentieux évoquent clairement la commune de Diass. Le nom d'aucune autre commune n'est mentionné dans les documents et les actes administratifs des deux entités en contentieux. Habibou Dia, directeur de la communication, a publié ce jeudi 6 février la liste des médias respectant le code de la presse et de ce fait reconnu par l'État. Sur les 639 médias déclarés, 258 sont conformes au code de la presse, tandis que 380 ne le sont pas. Le directeur de la communication a aussi précisé au micro de nos confrères de la RTS que les sérieuses réformes vont être entamées au-delà des mesures coercitives et la transparence sera désormais de mise lors de l'allocation de l'appui aux médias. Il est au micro d'Almangassa. L'audit par les IGE du Fonds de développement de la presse démontre que sur 535, il y a un grand nombre qui étaient des médias fantaisistes, inexistants, ou qui profitaient tout simplement à des individus porteurs de médias dans leur valise. Et donc, l'ensemble de ces critères réunis nous permettent aujourd'hui de tomber sur le chiffre de 200 et quelques médias. Et vous vous rendrez compte qu'en réalité, le plus grand nombre vient des radios communautaires qui ne s'étaient pas enregistrées,
qui se sont enregistrés et de certains médias pour lesquels il fallait statuer, notamment des médias audiovisuels, sur les supposés cas de cession. Contrôler la presse. L'État, son rôle, c'est de permettre une régulation afin que l'information soit vraie, soit vérifiée. Bon, je ne dis pas qu'aucun média ne peut se régulariser. Ceux qui refusent de se régulariser et ceux dont nous avons des informations claires qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles ne sont pas des médias, ces acteurs-là doivent cesser de faire de l'usurpation. Le processus n'est pas figé. Ça veut dire que demain, si vous décidez de créer votre entreprise de presse et qu'on ouvre la plateforme, vous pourrez vous déclarer, la commission va statuer, etc. Et comme vous l'avez remarqué, pour certains médias en ligne qui étaient présents sur la première liste provisoire, il faut rester conforme tout le temps. Si on se rend compte qu'à un moment donné, vous perdez la conformité, c'est comme en bourse, hein, vous n'êtes plus coté, vous sortez voilà, vous êtes exclu. Très bien. Et c'est valable aussi pour les quotidiens qui peuvent à un moment donné manquer à l'obligation de dépôt légal. On reçoit les rapports selon une fréquence de la police. Quand on se rend compte que vous ne le faites plus, vous êtes déchu. Ensuite, c'est qu'on va entamer les plus sérieuses réformes. Au-delà des mesures coercitives, on va aller dans un nouveau chapitre. Ce chapitre, c'est la transparence dans l'allocation de l'appui aux médias. Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a pris part à Casablanca, au Maroc, à la réunion des présidents des parlements des États africains atlantiques. Cet événement qui rassemble des parlementaires de plusieurs pays du continent vise à renforcer la coopération et la diplomatie parlementaire entre les États africains de la région atlantique. Lors de son discours, il est revenu sur les enjeux majeurs tels que l'économie maritime et la sécurité maritime, la diplomatie parlementaire comme levier de coopération pour la gestion durable des ressources communes. Il est au micro d'Ali Mangassa. Ici traduit notre engagement commun à renforcer l'intégration de nos nations dans cet espace atlantique stratégique et qui constitue une façade essentielle pour le développement économique et la stabilité de l'Afrique. Cet espace qui regroupe près de la moitié de la population africaine et plus de la moitié du PIB du commerce continental représente une opportunité sans précédent pour notre cher continent. Il nous appartient donc de structurer nos coopérations afin d'en faire un levier de croissance partagée et un moteur d'intégration régionale. Le Sénégal salue et magnifie cette initiative porteuse d'avenir et réaffirme sa volonté de jouer un rôle actif dans le processus, dans un esprit de partenariat et de solidarité africaine. La relation entre le Sénégal et le Maroc est exemplaire à plus d'un titre. Elle puise sa force dans les liens historiques, spirituels et humains profondément enracinés, mais aussi dans une coopération dynamique et multiforme. Le Maroc est aujourd'hui un partenaire stratégique du Sénégal, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'industrie, de la finance et de la formation. Le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux, APIX SA, a rencontré ce jeudi le secteur privé national et international basé au Sénégal. Lors des échanges, plusieurs points ont été abordés, notamment l'implantation d'une banque d'affaires, l'accès au foncier et à l'énergie au moindre coût pour développer l'industrie. Bakary Sega Bacheli, que je vous propose d'écouter. Des directives et des orientations qui ont été formulées dans cette stratégie et de ces visions, à savoir renouer le dialogue entre le public et le privé. Et dans ce cadre-là, l'APIX, qui a toujours été un interlocuteur privilégié du secteur privé et des investisseurs au Sénégal, nous avons jugé nécessaire de les convier à un déjeuner informel qui nous permettait un peu d'échanger sans filtre, sans langue de bois, sur les difficultés que rencontre le secteur privé national et surtout aussi international qui sont installés au Sénégal, pour qu'ensemble, qu'on puisse identifier les obstacles et qu'on puisse adresser à travers des réformes. Donc ce cadre de réformes-là sur lesquelles l'APIX est en train de travailler, et pour pouvoir adresser des réformes qui auront un impact réel sur le secteur privé et surtout sur le développement et la génération des investissements privés afin de financer l'économie sénégalaise, il nous fallait échanger avec eux, rencontrer aujourd'hui le secteur privé, et ça a été un moment très important dans le processus que nous sommes en train de mener, et c'est dans ce cadre-là qu'on est intervenu. Et parmi les obstacles que vous avez soulevés, nous avons relevé
comme ça a été le cas depuis le début, mais la confirmation nous permettait d'aller plus vite et d'avoir aussi leur adhésion dans les politiques que nous allons mener d'ici peu, quand le Premier ministre va dévoiler en tout cas les projets et la nouvelle stratégie de mise en œuvre. Parlons à présent de la journée internationale zéro tolérance à l'égard des mutilations génitales féminines, célébrée ce jeudi 6 février par le ministère de la Famille et de la Solidarité. Le thème retenu cette année est accélérer le rythme et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. La cérémonie s'est tenue avec la participation massive des élèves, du représentant du ministère de la Famille et des partenaires financiers et techniques, compte rendu signé par Amsatou Gano. International qui a été décidé par les Nations Unies, donc qui est un consensus international sur la lutte contre les mutilations génitales féminines pour éliminer ce fléau-là qui freine le développement des jeunes filles surtout. Malgré des décennies de campagne, l'excision est fortement présente dans certaines régions du Sénégal, car d'après les données de l'enquête démographique de la santé de 2023, cette pratique continue de toucher des filles âgées moins de 15 ans. S'il est vrai que le taux de prévalence de la mutilation génitale féminine a baissé ces dernières années, il n'en reste pas moins que les données de l'enquête démographique de la santé de 2023 démontrent qu'il y a encore des défis énormes qui restent, puisque cette pratique touche encore 20,1% des femmes âgées entre 15 et 49 ans. L'excision des filles est une pratique ancestrale. Plusieurs ethnies s'adonnent à ces rituels pour des raisons de croyance qui ne détruisent plus qu'elles ne servent. Ainsi, le ministère de la Famille s'engage à stopper ce phénomène d'ici 2030 en mettant en exécution des plans bien élaborés. C'est des actions de communication, c'est des actions de vulgarisation de bonnes pratiques. C'est également aussi des actions visant l'autonomisation des femmes et des filles, leur éducation et leur santé. Revenons sur la thématique qui est axée sur l'accélération du rythme et création des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Madame Miller, une des représentantes des partenaires, affirme que ce thème invite à redoubler des investissements pour lutter contre les MGF. Ce thème nous invite donc à augmenter les investissements puisqu'on doit s'assurer qu'aucune fille ne soit exposée au risque de mutilation génitale féminine. L'événement a été clôturé sous une note d'ambiance qui a égayé les élèves, parents d'élèves et tous les participants qui ont répondu présents à l'appel du ministre. Sur l'international, Israël félicite le président américain Donald Trump pour les sanctions américaines contre la CPI, Cour pénale internationale. Le Forum des familles d'otages de la bande de Gaza remet la pression sur Netanyahou et son gouvernement pour la libération des otages par la Palestine. L'essentiel de l'actualité internationale avec Djibril Niane. Avec l'Israël qui félicite Donald Trump pour les sanctions américaines contre la CPI. Donald Trump, le président américain, a signé dans la nuit de jeudi à vendredi un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale. Accusé d'avoir engagé des actions illégales et sans fondement contre l'Amérique et notre proche allié israélien, disait le président américain, le ministère israélien des Affaires étrangères a félicité le président américain pour ces sanctions imposées à la CPI et qui avait émis en novembre un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Le Forum des familles d'otages de la bande de Gaza remet la pression sur Benjamin Netanyahou. En effet, le Forum des familles d'otages israéliens dans la bande de Gaza a remis la pression sur le gouvernement pour hâter leur libération. À la veille d'un échange prévu entre otages et prisonniers palestiniens, mais aucune information ne sort sur ce cinquième échange, ni d'un côté ni de l'autre. Et puis, en Argentine, dans le siège libertarien de Trump, Milei veut retirer son pays de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Alors que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'OMS, il y a quelques jours, son homologue argentin Javier Milei lui emboîte le pas. Direction maintenant Afrique, plus particulièrement au Bénin, où la Cour constitutionnelle ne tranche pas sur la question de la limitation du mandat. Même si Patrice Talon boucle son deuxième et dernier mandat en 2026 au Bénin, mais malgré les assurances du sortant, chaque fin de mandat suscite des interrogations.
En effet, en 2019, la Constitution a été modifiée sans toucher au verrou que la Cour constitutionnelle saisie n'a pas encore répondu sur le fond pour dire si oui ou non nous sommes dans une troisième république qui efface les 2 premiers mandats de Patrice Talon. Selon les constitutionnalistes, seul le président de la République peut demander un avis aux sages. C'est pourquoi la requête a été déclarée irrecevable. Il sera examiné le 13 février. Un groupe de juristes dans une posture de sentinelle de la Constitution a saisi les sages à qui il demande de déclarer sa démarche contraire à la Constitution. Et pour clore, la République démocratique du Congo, la reprise des combats dans l'est de la RDC. Le cessez-le-feu décrété par le M23 mardi n'aura guère durée. Était effectif, les rebelles poursuivent leur progression dans le sud Kivu, c'est ce que rapporte l'agence de France Presse et plusieurs médias congolais qui s'appuient sur les sources locales. Et puis en sport, la Ligue régionale de Dakar boxe anglaise a renouvelé ses instances. Les membres ont tenu une assemblée générale ce vendredi 7 février 2025 pour procéder au vote sur les 26 clubs affiliés à la Fédération 21 étaient présentes pour élire les nouveaux membres du bureau et comme nouveau président le Malik Ly. Cette procédure a été entamée après avoir reçu la note circulaire de la fédération. Quelques propos ont été recueillis par Ndéla Ndiaye et Pape Ndertigui. Convoqué l'Assemblée générale de renouvellement suite à une circulaire du président de la Fédération de boxe de Sénégal qui a demandé à toutes les ligues régionales de devoir faire leur élection de renouvellement de bureau, pour lui permettre lui-même, le président, de renouveler le bureau de la Fédération sénégalaise de boxe. Toutes les ligues régionales du pays l'ont déjà fait. Il ne restait que celle de Dakar. On a eu une première AG au stade Léopold Sédar Senghor Arena de Pékin. Mais malheureusement, on a dû reporter. On a fait une partie des travaux, les rapports ont été déroulés là-bas. Et aujourd'hui, il fallait passer à l'élection. Sur les clubs qui sont régulièrement inscrits, affiliés et réaffiliés, il y a une note circulaire de la fédération qui est sortie le 14 février 2023 pour la saison 2023-2024. Et cette lettre circulaire a défini les critères pour les clubs, les critères d'affiliation et de réaffiliation. Il fallait déposé au compte de la Fédération sénégalaise de boxe qui a été mis à la disposition de tous les présidents de clubs une somme de 15 000 francs pour l'affiliation ou bien une somme de 20 000 francs pour un nouveau club qui devait s'affilier avec un délai arrêté au 15 mars 2023. Donc pratiquement tous ces clubs qui ont été régulièrement affiliés et réaffiliés, on les a acceptés. Ils étaient au nombre de 26. Sur ces 26-là, 21 se sont présentés. Donc d'autres, pour des motifs qu'on ignore, ne sont pas là. Donc le vote s'est bien passé. Notre rubrique du jour culture s'intéresse à Cheikh Anta Diop, 39 ans. Après, le Sénégal se souvient de cet homme qui porte le nom de l'université de Dakar. Décédé le 7 février 1986 à Dakar, Cheikh Anta Diop a été inhumé à Tcheidou, son village natal et celui de ses ancêtres dans la région de Diourbel. Ce vendredi est le jour de la commémoration de la naissance de l'un des esprits les plus éminents du continent africain. Aïssatou Ba, dans sa rubrique culture, fait une immersion totale dans la pensée et l'héritage d'un homme qui a défié les normes et a inspiré des générations entières. Nous l'écoutons. Bonjour, bienvenue dans votre rubrique culture. Le Sénégal commémore le décès de Cheikh Anta Diop, survenu en 1986. Historien, panafricaniste, traditionnaliste, Cheikh Anta Diop est un éternel défenseur de la culture africaine et la race noire. C'est le lien conducteur, le fil ténu qui le lie à ses ancêtres les plus lointains, quel que soit le caractère humble de l'expérience.
que ces peuples ont vécu, que ces ancêtres ont vécu. Cheikh Anta Diop, né le 29 décembre 1923 à Tchétou, est égyptologue, anthropologue, intellectuel sénégalais. Il a cherché à montrer l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Un savant multidimensionnel avec des ouvrages bâtis de pure connaissance, il a convaincu l'Afrique et resta une menace pour ses ennemis. Attaché à la quête perpétuelle du savoir et à la souveraineté culturelle, dans l'une de ses citations, il disait: formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Voilà, Cheikh Anta Diop, c'est un digne fils du Sénégal. Intellectuel, un scientifique, un grand intellectuel qui a eu à sacrifier toute sa vie, toute son existence pour renverser la pyramide de l'histoire, pour faire advenir la vérité historique, afin de pouvoir démontrer que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Autrement dit, que la civilisation égyptienne est la civilisation antérieure à toutes les autres civilisations. Il lui a fallu beaucoup de travail, de recherche et de passion pour aboutir à ces vérités historiques qui étaient inadmissibles dans le passé. Dans le passé, l'Afrique n'était pas considérée comme continent. Cheikh, effectivement, a eu la chance, la grâce d'être bonifié ou béni par Cheikh Ibra Fall. Et Cheikh Ibra Fall était même, avait même épousé sa mère. Ils ont eu même des enfants, mais après ces enfants n'ont pas survécu. Ça, beaucoup ne le savent pas. Et lui-même, il l'a dit. Scientifique, archéologue, grâce à ses recherches, son nom est aujourd'hui lié au carbone 14, avec lequel il a prouvé que l'Afrique serait le berceau de l'humanité. Par ses ouvrages, il a également bâti un travail remarquable qui fait parler de lui. Des écrits, des ouvrages qui aujourd'hui sont étudiés, analysés par des chercheurs, par des universitaires, par des historiens. Vous voyez, parmi ces ouvrages, il y a Nation et Culture, qui est l'œuvre, son premier ouvrage, qui a été considéré par Aimé Césaire comme étant l'œuvre la plus révolutionnaire du siècle d'alors. Vous voyez, et il a écrit également d'autres ouvrages qui stipulent et qui démontrent ce que je viens de dire, ou bien ses thèses. Fondement économique d'un État fédéral, à savoir également civilisation ou barbarie. Voilà 3 ouvrages effectivement qui se campent sur ce sujet. Et sans compter également son dernier ouvrage, qui est un ouvrage posthume qu'il n'a pas pu publier de son vivant. Un intellectuel hors pair, son retour au bercail ambitieux a été bouleversé par son intégration dans l'arène politique sénégalaise, selon l'égyptologue. Il avait fini par créer un parti politique que l'on appelle le RND. Parce qu'à un moment, il s'est senti, il avait compris qu'il fallait s'engager dans la politique pour pouvoir changer les destinées de ce pays. Parce qu'étant un chercheur tout simplement dans son laboratoire, effectivement, est une chose merveilleuse, une chose merveilleuse, mais cela ne suffisait pas pour pouvoir changer la conscience d'un peuple, encore moins participer à l'évolution et au développement d'un pays. Donc c'est pourquoi il avait créé ce parti, mais à ce moment-là, il y avait un conflit avec le président Senghor. C'est ça qui a un tout petit peu brisé son élan et ses marges de manœuvre pour pouvoir changer les destinées de ce pays. Et vous voyez, à partir de Diouf, que Cheikh Anta Diop a pu être considéré comme étant un professeur titulaire à l'université, presque durant les 5 dernières années de sa vie. Ce qui est un gâchis, c'est que Bara Diouf, un ancien journaliste d'alors, avait écrit... Massina Camara ajoute, les enseignements de Cheikh Anta Diop, aussi importants paraissent-ils, ils ne sont pas élevés à leur véritable valeur, même si certains s'y identifient. Malheureusement, pas assez. Pas assez. Il y a certains, peut-être, chercheurs ou bien certains artistes ou certains intellectuels qui sont affiliés à Cheikh Anta Diop du point de vue astral, du point de vue spirituel, qui se penchent sur sa pensée, sur ses écrits. Vous voyez,
parce que la pensée de Cheikh n'est pas encore enseignée dans les systèmes éducatifs, encore moins dans les universités, de telle sorte que sa pensée n'est pas diffuse dans la masse, vous voyez. Mais par contre, il y a certains qui ont une affiliation, comme je viens de le dire tout à l'heure, une affiliation spirituelle, une connectivité astrale qui se lie à Cheikh Anta Diop sans pour autant rencontrer Cheikh Anta Diop dans le passé. Vous voyez, comme moi et comme d'autres, etc. Et donc, il y a également des étudiants aujourd'hui qui commencent à sentir, l'importance de la pensée de Cheikh. Ils font des démarches. Un visionnaire, il sauva l'Afrique de l'isolement et du reniement de son histoire, de ses écrits et son existence. Dans ce contexte, le grand homme disait: un paradoxe que ce continent qui est à l'origine de la civilisation humaine soit classé jusqu'à ces dernières décennies comme un continent fruste qui n'a rien apporté à l'humanité. Il y a de cela 39 ans, disparaissait Cheikh Anta Diop. Mais, bien sûr, encore en 2025, son âme est loin de s'éteindre à travers ses enseignements et prédictions pour l'Afrique. Il vit dans les cœurs de ces jeunes dont il demeure le seul modèle à suivre. En hommage, le Sénégal donna son nom à sa plus grande université, l'UCAD, parmi les meilleures de l'Afrique de l'Ouest. C'était tout pour votre rubrique culture. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous semaine prochaine avec d'autres découvertes. Cheikh Anta Diop a été inhumé à Tcheidou dans son village natal et celui de ses ancêtres au lieu de Tcheidou. Merci beaucoup à Siotouba. Rendez-vous est pris à la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. C'est d'ailleurs cet élément qui met fin à ce 20h présenté par Ablaïdji. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui a assuré la coordination et la réalisation, à la partie technique Mamour Gueye Moussa Diouf, au montage Darou Gueye Fall, Khalifa Abakaraja et Mansour Ndiaye. Sous la supervision et la coordination de Ali Marassa et toute la rédaction. Tout de suite à 21h, vous aurez votre émission 10 avec Ablaïdji et sa team. Moi je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bonne suite des programmes sur la radio de la télé.